Alors aujourd'hui, vous vous présentez aux élections européennes, régionales, je parle peut-être, et fédérales. Avec quelle ambition pour la région? L'ambition, c'est de faire notre entrée au Parlement. Voilà, ça c'est l'ambition posée dès le départ. L'objectif, au niveau de tout le parti, c'est de faire notre entrée dans tous les parlements du pays. Fédéral, régional wallon, régional bruxellois, flamand. Ça c'est l'ambition. Donc ça c'est les ambitions, et donc... Alors, dans la mesure où... Oui, dans la mesure où vous êtes, encore une fois, c'est un petit parti, petite liste, on va dire, et que vous allez être là par en fait de l'opposition, est-ce que vous avez une stratégie au niveau des alliances possibles à avoir au sein du Parlement ou des institutions dans lesquelles vous allez vous trouver pour essayer de faire avancer un peu vos idées, ou est-ce que vous allez simplement crier pendant 5 ans contre les injustices, dénoncer, etc. Est-ce que vous avez cette ambition d'opérer des alliances, on va dire, tactiques avec des partis politiques? Et quels seraient les partis politiques dont vous êtes plus ou moins proche sur le court terme aujourd'hui? On n'est pas un parti qui veut faire de la figuration, donc on veut faire avancer des choses. Dans ce cadre-là, on sait que des alliances sont nécessaires. Mais je pense que la première alliance qu'on veut faire, c'est celle avec le mouvement social et le mouvement syndical. C'est... Qui n'est pas représenté au Parlement. Non mais c'est ça qui est important, c'est ça toute la force de l'analyse du PTB, c'est de dire, moi je ne crois pas que c'est par le Parlement que les choses avancent. Si on a obtenu le droit de vote, si les femmes ont obtenu le droit de vote en 48, si on a obtenu la journée des 8 heures, si on a obtenu les congés payés, c'est pas parce que des parlementaires se sont levés un matin en disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui et on va leur donner le droit de vote, on va leur donner... C'est les parlementaires qui ont entériné ça. Oui, mais c'est sous la pression du mouvement social. Donc, nous, la première annonce qu'on veut faire, c'est avec le peuple. Vous appuyez sur la dynamique sociale. Oui, et donc l'ambition du PTB, c'est d'être le porte-parole, pas le porte-parole, le porte-voix, parce que on ne va pas s'arroger, mais on va être le porte-voix, le mégaphone des revendications du mouvement social. Parce que quand moi je rencontre, je le vois bien à la vie des familles aussi, quand on voit le mouvement social actuellement, bien souvent il n'a plus de relais dans le Parlement. On l'a vu par exemple sur plein de dossiers, le non-marchand. Le marchand c'est quelque chose de crucial. Il n'y a plus aucun parti qui va mettre en avant les revendications sur la table. Et donc, juste par rapport à ça, on voit que dans des communes comme Molenbeek ou Scarbeck, on a juste un élu au conseil communal, en s'appuyant sur celle-ci, à Molenbeek et à Scarbeck, on en a un à chaque fois. En s'appuyant sur les mobilisations des habitants, des travailleurs, etc., on peut faire avancer les choses alors qu'on n'a qu'un seul élu. Contre 50% contre les. Donc c'est vraiment ce qui nous anime. La première alliance à faire, c'est l'alliance avec le mouvement social. Et par rapport à votre programme, quelles sont les priorités aujourd'hui par rapport aux attentes des gens et aux problèmes que les gens rencontrent dans la société et que vous allez essayer de mettre à l'avant comme point de revendication? Le premier point, on a fait une enquête auprès de 40 000 personnes en Belgique pour déterminer les priorités, les préoccupations des gens. Donc on a demandé quelles sont vos priorités. La Bruxelles. Pour vous, de Bruxelles. Oui, mais justement... Il y a quand même des disparités aussi. Justement pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que partout en Belgique, dans toutes les classes d'âge, dans toutes les catégories sociales, ce qui préoccupait le plus les gens, c'était la question de la lutte contre la pauvreté. Et donc, effectivement, à Bruxelles, la pauvreté est beaucoup plus violente, elle est beaucoup plus présente que dans d'autres villes, que dans d'autres régions. Et donc, à Charleroi, mais oui, mais quand on prend par rapport aux régions, mais effectivement, à Bruxelles, il y a une situation d'urgence sociale qu'il faut dénoncer. Donc nous, le premier point à mettre en avant, c'est la question de la lutte contre la pauvreté. Parce que c'est l'enquête qui l'a montré aussi que c'est une préoccupation des gens. Ce que nous, on veut mettre en avant, c'est de poser deux logiques. C'est-à-dire qu'on a une logique maintenant où on donne des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises.
on voit les intérêts nationaux, en fait c'est un manque à gagner de 6 milliards d'euros. Mais par contre, décider de monter toutes les allocations de chômage, de CPS, sur les pensions au-dessus du seuil de pauvreté, ça ne coûte que 1,5 milliard d'euros. Donc c'est une question de choix politique. Pour l'instant, toutes les mesures, des mesures du gouvernement vont plonger encore plus de gens dans la pauvreté. Mais c'est des choix qui sont faits. C'est pas un cataclysme naturel, c'est pas un tremblement de terre qui fait que les gens sont pauvres, c'est vraiment des décisions qui sont prises. Et nous on pense qu'avec d'autres choix, avec d'autres politiques, on peut inverser la tendance, enlever les gens, retirer les gens de la pauvreté. Et quelles sont les mesures concrètes que vous préconisez pour lutter contre la pauvreté avancée par exemple? Un, c'est augmenter toutes les allocations, tous les revenus de remplacement, au minimum au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 000 euros par personne. Ça, c'est la première mesure, c'est une mesure d'urgence. C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de richesses produites en Belgique. Donc pour les chômeurs et les allocataires sociaux. Et les pensionnés aussi. Et tous les revenus de remplacement donc ponctuels aussi. On veut individualiser les droits, ça veut dire que c'est 1 000 euros par mois par personne. Ça, c'est clair. Mais vous ne touchez pas à ceux qui gagnent plus que... Non, mais l'idée c'est... Un isolé au CPS, il touche 800 euros. Alors qu'une feuille de pauvreté pour un isolé, c'est 1 000 euros. Nous, on trouve ça inacceptable. Il faut absolument augmenter ce seuil, enfin le revenu à au moins... ceux qui marchent à l'une ou l'autre allocation. Ouais, de tous les revenus de remplacement. Voilà. Tout à l'heure. C'est ça. Mais bon, ça c'est évidemment... Ça c'est et alors aussi, supprimer, c'est la deuxième proposition, c'est de supprimer toutes les mesures de dégressivité des allocations de chômage, exclusion des chômeurs, etc. Exclure des gens du chômage, ça n'a jamais créé un seul emploi. Bon, ça c'est les deux mesures phares en matière de lutte contre la pauvreté. Mais ça c'est des mesures, je dirais, d'urgence, pour sortir les gens de la pauvreté. Mais non, j'entends bien, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et l'objectif, évidemment, et ça on va peut-être parler pour le deuxième point, qui est la question de l'emploi, c'est que pour éviter que les gens tombent dans la pauvreté, il faut au maximum que les gens aient un emploi, parce que ça reste encore mieux compliqué. Qu'est-ce que vous préconisez de manière urgente pour relancer l'emploi, pour donner de l'emploi aux jeunes, etc. Quelles sont les mesures? Il y a deux mesures phares qu'on met en avant. Un, c'est opposer la logique, c'est de dire qu'il faut faire travailler les gens plus longtemps alors qu'il y a 30% de chômage chez les jeunes à Bruxelles. Et donc nous on propose le droit à la pension. Pour diminuer l'âge de la pension. Donc c'est pas diminuer l'âge de la pension, c'est revenir à la situation d'avant où on avait le droit à la prépension à 58 ans. Moi je suis parti à la prépension à 55 ans. Ah bon, voilà. Mais ça dépend des... Dans une convention qui... Oui, c'est ça. Le minimum... Là, vous voulez généraliser. Non, ce que nous on propose, c'est au moins ça. Après, évidemment, il y a des conventions collectives spécifiques, mais en général, les travailleurs aient le droit de partir à la prépension à 58 ans. Et dans les métiers lourds, c'est moins évidemment. Mais globalement... Avec quel revenu On va vous dire, oui, mais bon, on va leur donner un billet pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Non, parce que nous on pense que là on tourne dans la question de la répartition des richesses. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a assez de richesses en Belgique pour payer les pensions? La réponse est oui. La question c'est comment est-ce qu'on répartit les richesses. Et pour l'instant, ceux qui se mettent de plus en plus de richesses dans la poche, c'est pas les pensionnés, c'est pas les travailleurs, c'est plutôt les actionnaires. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent oui, mais si on fait ça, les gens qui investissent, les chômeurs, etc., vont quitter le territoire belge parce que voilà, ils ne gagneront pas assez, tout ça. Qu'on n'a jamais prouvé que un, ils allaient partir, et que deux, c'est de toute façon eux qui décident de partir. Donc ArcelorMittal a reçu par exemple des cadeaux fiscaux pendant des années. Ils ont reçu des quotas CO2 gratuitement de la région wallonne, qui en plus ils revendaient à d'autres entreprises. Et malgré ça, c'est quand même eux qui décident de partir. Donc je pense que nous, ce qu'on veut, c'est que l'État intervienne beaucoup plus activement dans l'économie. Ça, c'est la deuxième mesure que vous voulez proposer, c'est surtout de créer de l'emploi dans les services publics, les services à la collectivité. Donc on sait qu'il y a d'énormes besoins en matière de soins de santé, en matière de transport en commun, en matière d'éducation, en matière de logement, construction, rénovation, isolation de logements, de logements sociaux. Donc, nous, on pense que l'État doit intervenir là-dedans et créer de l'emploi là-dedans. Dans la mesure où la
récente réforme de l'État apporte quand même pas mal d'argent à la région. Est-ce que vous plaidez pour affecter une bonne partie de cet argent-là pour l'emploi dans ce dans service public, etc. Il y a deux aspects. Il y a il y a leur financement de Bruxelles, mais une partie de ce financement-là est liée. Donc, c'est-à-dire que la région, dans la réforme de l'État, la région n'a pas le choix et doit directement le mettre sur certains dossiers, notamment la sécurité. Une partie, ouais. Mais nous, on pense aussi que globalement, il faut financer Bruxelles à sa juste valeur et à ses justes besoins. Et pour l'instant, il faut bien se rendre compte que Bruxelles ne peut pas faire face à ses besoins. Nous, on propose une taxe des millionnaires, c'est une taxe de 1% sur les fortunes de plus d'1 million d'euros. C'est une taxe qui est au niveau national. Et cette taxe-là, elle rapporterait 8 milliards d'euros. Donc c'est une petite taxe, 1%, c'est pas la mer à boire pour les Albertaires et les autres. Ça touche 1 à 2% de la population belge. Ça rapporte C'est une taxe sur la fortune. C'est une taxe sur la fortune, exactement, c'est ça. Et c'est pas le truc, c'est pas identique à la taxe Thomas. Non, la taxe Thomas, c'est une taxe sur les transactions financières, et c'est vraiment une taxe sur la fortune des gens qui ont des millions et des millions d'euros. Et nous, on pense qu'il faut activer les richesses, qu'il faut absolument mettre une petite taxe de 1% pour ces fortunes-là. Ça rapporte 8 milliards d'euros, et ça permet de créer, notamment une des mesures, c'est de créer 100 000 emplois publics dans le monde marchand en Belgique. Et donc de ces 100 000, pour clôturer, de ces 100 000 emplois, il y en a 15 000 qui devraient aller pour Bruxelles. Est-ce que je vois ici que vos priorités sont des priorités à caractère économique et social? Oui, mais pas seulement, parce qu'il y en a d'autres après. Non, mais parce que vous avez cité les deux mesures phares, les deux axes phares. Je relève ça, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas. Maintenant, vous avez d'autres matières qui doivent aussi intéresser un parti politique. Par exemple, la bonne gouvernance, le cumul des mandats, etc. Puis vous avez des problèmes de société, comme par exemple le racisme, etc. Est-ce que par rapport à ce genre de problème éthique, etc., est-ce que vous avez un programme ici? On a un programme. Nous, c'est vraiment clair, il faut combattre les discriminations. Donc, nous, on constate que quand il s'agit de chasser les chômeurs, là, le gouvernement il est présent, mais quand il y a des propriétaires ou des employeurs qui discriminent, là, il n'y avait pas grand monde au balcon. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que l'État dépiste activement les discriminations. Il y a une loi qui s'appelle la loi testing, qui permet de faire des tests quand il y a une offre d'emploi, une offre de logement, mais en fait, c'est une loi qui n'est pas appliquée. Nous, on dit qu'il faut appliquer, qu'il faut faire des tests pour dépister activement les discriminations et punir les employeurs, les propriétaires, etc., qui font des discriminations. Maintenant, il y a un débat qui est allé plus loin que le débat qui s'est déroulé sur Bruxelles il y a 10 ans, qui concernait à l'époque le port de signes dans les écoles. Maintenant, on va plus loin et donc c'est plus... C'est le marché du travail. C'est le marché du travail. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Donc, par rapport aux écoles, c'est très clair. Aucune discrimination dans les règlements d'ordre intérieur. On ne peut pas utiliser des questions de couvre-chef, des questions de n'importe quoi pour exclure une partie des gens de l'école et encore plus grave d'exclure une partie des gens du marché du travail. Donc nous, par exemple, l'interdiction du port du voile sur le lieu de travail doit être levée. On est contre cette mesure-là. À Thiris, par exemple, il y a le règlement d'ordre intérieur qui interdit aux gens d'avoir un couvre-chef. En clair, pour nous c'est très clair, ça vise les femmes qui portent le foulard. Je pense qu'on peut tourner autour du pot, mais c'est ça la réalité. Et nous, on est contre ces mesures-là. On est pour la levée de l'interdiction du port du voile dans les lieux de travail. Donc vous êtes contre l'interdiction du port du foulard dans les entreprises? Enfin, les signes ostentatoires. Oui, c'est ça. Enfin, évidemment, on se comprend pas. Non, mais c'est très clair. Je trouve. Dans notre programme, c'est marqué noir sur blanc. Donc, lever l'interdiction du port du voile. Cette interdiction constitue une discrimination pour l'enseignement et pour le... Et pour l'enseignement, c'est clair aussi, aucune discrimination ne peut être faite à l'inscription et dans le règlement d'ordre intérieur. Donc là, c'est moins clair.
Ça concerne toutes les discriminations et nous on pense surtout qu'il faut... Y compris Mais la question qu'il faut se poser par rapport à ça, c'est est-ce qu'on veut avoir une école qui reflète la société ou est-ce qu'on veut avoir une école qui ne reflète pas la société? Et donc, évidemment, ça n'a... Allez, moi j'ai envie que si mes enfants vont à l'école à Bruxelles, qu'il n'y ait pas une déconnexion entre ce qu'ils voient à l'école et ce qu'ils voient dans la rue. Donc, c'est évident que les discriminations n'ont pas leur place à l'école. Alors, plus généralement, le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, comment vous analysez la situation d'abord? Est-ce qu'on est au bord de la guerre civile à ce niveau-là, ou est-ce qu'il y a quand même des risques de dérive de plus en plus flagrantes par rapport à ça? Oui. Alors nous, ce qu'on pense, c'est que toute cette idée de racisme, de division, de xénophobie, etc., c'est un peu le diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'on monte les gens les uns contre les autres, on dit c'est la faute de ton voisin parce qu'il a telle couleur de peau, parce qu'il a telle religion, etc., etc. Alors que fondamentalement, la situation de détresse sociale dans laquelle se situe une bonne partie de Bruxelles, il y a des responsables très clairs à ça. Et donc nous on pense qu'il faut plutôt unir les gens et lutter contre les vrais responsables de la crise, les vrais responsables. Donc il disait pour régner, avec l'objectif de régner, c'est de favoriser plutôt les riches, les possédants, plutôt que... Ça me semble évident. Et donc toute la montée des partis xénophobes, ils sortent justement sur la vague de détresse sociale qui existe. Faut pas nier la pauvreté qu'il y a à Bruxelles. Une famille sur 3 pauvre à Bruxelles. Mais donc, ils sortent sur cette vague-là pour dire ouais, c'est la faute de ton voisin parce qu'il était couleur de peau, c'est la faute de ton voisin, de ta voisine parce qu'elle est froid ou qu'elle a telle religion. Alors que fondamentalement, s'il y a des gens qui sont dans cette détresse sociale-là, c'est parce que les décisions sont prises par le gouvernement et c'est parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent. Est-ce que votre liste reflète, je dirais, le cosmopolitisme bruxellois? Je pense bien. Donc on a une liste... Est-ce qu'il y a d'abord les jeunes? Alors, ouais. Ou est-ce qu'il y a aussi... Ça reflète vraiment tout. Donc, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a un ouvrier de Audi qui est sur la même liste qu'un médecin, qu'une infirmière, donc les conditions sociales, les origines culturelles. Alors il y a des gens d'origine marocaine, il y a des gens d'origine turque, il y a des gens d'origine africaine, il y a des gens d'origine latino. Notez que les Marocains sont africains aussi. Oui, je pensais plutôt à la communauté congolaise. Mais je sais que c'est souvent l'histoire est là. L'histoire est là. Je suis d'accord. On n'est pas plus comme ça. Et il y a surtout un autre point. Subsaharien. C'est ça. Mais il y a aussi un autre point, ça reflète aussi la diversité linguistique. Parce que la seule liste qui se présente qui est réellement bilingue. 20% des candidats à Bruxelles sont bilingues. De toute façon, pardon, sont néerlandophones. C'est-à-dire que... Mais vous n'en faites pas de ça une priorité dans le... Ah mais si, tout à fait. Non, mais je veux dire, le combat, je dirais cette contradiction que certains veulent mettre à l'avant, d'opposer les flamands. Mais c'est nouveau, c'est un autre type de racisme, c'est un autre type de xénophobie que vous ne pouvez pas accepter. Donc, clairement, la liste qu'on a présentée... Donc il y a des femmes, des hommes, des cadres, des travailleurs, des jeunes, des jeunes, des moyens, des pensionnés, il y a tout. Voilà. Déjà, il y a la liste, et là, vous verrez qu'il y a tout sur la liste. Et on voulait vraiment, c'était vraiment important d'avoir une liste. Gardien de la paix. Ouais, c'est les bonhommes en mauve. C'est pas les policiers, c'est les Ah ouais, les agents de quartier. Prévention et tout ça. Et donc, oui, concrètement, nous, on voulait avoir une liste, des listes qui reflètent la diversité de Bruxelles et dans toutes les composants, donc hommes, femmes, jeunes, vieux, origine immigrée, pas origine immigrée, francophone, néerlandophone. C'est ça. Ok. Merci. Oui, par rapport au regroupement des listes. Ah oui, justement, cette histoire de regroupement des listes, qu'est-ce que vous en pensez? Laquelle? Parce qu'il y a PTB gauche d'ouverture. Il a toujours été question de tendre vers un regroupement des listes pour pouvoir avoir des sièges
in fine, donc là, il y a un groupement de liste qui a lieu pour continuer le seuil antidémocratique de 5%, parce que globalement, avec 1,2%, 1,3%, on aurait déjà un élu. Le PTB, normalement, aux dernières élections, on aurait déjà pu avoir un élu. Mais à cause du seuil antidémocratique de 5%, il n'y a pas d'élu. Et donc nous, on a eu des discussions avec Pro-Bruxelles, UIB, Parti Pirate pour contourner ça, le seuil de 5%. Donc effectivement, il y a un groupement de liste qui a eu lieu. Est-il possible d'élargir à d'autres listes ce regroupement? Mais ça, c'est pas à moi tout seul de discuter, il faut discuter avec le groupe. Donc là-dessus, moi, je ne vais pas me prononcer, je vais pas me prononcer sur l'élargissement ou pas. quelle est la tendance générale ici au sein de votre liste? Est-ce que la tendance est favorable à ce genre d'opération ou bien... Mais moi, je vais pas. Déjà, c'est pas moi qui gère le dossier, et deux, moi, je vais pas me prononcer sans discuter d'abord avec les autres que On viendra demain à la réunion qu'il y aura du bien. Je pense que là, ce sera plus clair, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que on va pas. C'est pas au PTB à dire un truc, à BUB dire un autre truc. On discute d'abord, et puis après. C'est la première réunion que vous allez avoir. C'est la première réunion qu'il va y avoir avec les CCI. Non, il y en a déjà eu, mais il y en a eu il y a très longtemps. En fait, comme chaque parti fait sa... L'idée des groupements en liste, c'est aussi important de préciser, c'est que chaque parti fait sa campagne de son côté. Ah oui, oui. Donc c'est pas du tout un mouvement politique. Donc je pense que... Enfin, moi j'ai vraiment ma tête sur la campagne. Non, c'est un regroupement technique. Mais ça peut être vraiment technique. Non, c'est clair. Chaque parti a ses programmes, etc. Quoi qu'il en soit, l'imposition du seuil de 5% mise en place par les partis traditionnels, vous le condamnez bien. Oui, évidemment. Ça c'est le point. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a un article qui est paru cette semaine, ce week-end dans la presse, où le CDR disait oui, mais ça ne va pas ce groupement de liste parce que les petits partis pourraient quand même rentrer au Parlement. Donc on a vraiment l'impression que c'est le syndrome des partis traditionnels qui veulent défendre leur beefsteak, qui veulent surtout pas qu'il y ait des petits qui viennent les embêter. Nous on dit ça ne va pas, c'est vraiment antidémocratique. Ça c'est vraiment clair et ça pénalise tout le monde. Le PTB mais d'autres listes aussi. Mais le fait par exemple que les petites listes n'est pas axée de manière raisonnable et équitable aux moyens de communication, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais par exemple, on a dû se battre. RTBF, par exemple. Mais par exemple, même sans aller à la RTBF, les panneaux d'affichage dans les communes, il y a des règlements à Scarbeck. Scarbeck, on a pourtant un élu communal, et heureusement qu'on l'avait, parce que ce qu'ils avaient proposé, c'est 90% des panneaux pour les partis traditionnels et 10% pour tous les autres partis qui ne sont pas encore présents au Parlement. Donc, grosso modo, on aurait dû se partager de communal. Non, on s'est battu, donc on a pu élargir ça à 20% pour les partis pas encore au Parlement. Mais donc, globalement, on sent que... C'est déjà une discrimination en soi. C'est déjà une discrimination en soi, ça c'est clair. On pense que c'est les élections, un peu les cartes de vote. Ça se carbe, ça. Ça se carbe, quoi. Mais il y a ça dans toutes les communes. Il y a des communes où, oui, vous pouvez avoir un demi-panneau. Donc non, ça c'est clair pour nous que c'est vraiment le syndrome des partis qui sont au pouvoir, qui veulent surtout pas qu'il y ait des autres qui viennent les embêter. On veut rester entre nous, on veut surtout pas qu'on vienne un peu chambouler notre quotidien. Est-ce que vous avez l'une ou l'autre observation, on va dire critique même, par rapport à la manière dont les partis politiques traditionnels mènent campagne ou se proposent sur leur programme, des choses comme ça? Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Non, nous ce qu'on essaye surtout de mettre en avant, c'est nos propositions. Moi j'essaye de ne pas rentrer dans des débats stériles de mais vous avez dit ceci, donc on a nos propositions qui sont portées par une enquête de près de 40 000 personnes. Et donc on sait que c'est des propositions qui répondent réellement aux problèmes des gens. Et j'ai encore vu ce week-end au marché, quand on dit voilà, notre première priorité c'est de lutter contre la pauvreté et notre deuxième c'est l'emploi, tout le monde dit ah ben oui, évidemment, c'est ça qu'on attend. Et donc je pense que notre programme et nos revendications, nos propositions, c'est suffisant pour faire de la politique.